Merci d'être présent avec nous ce soir malgré cette température difficile à supporter. On annonce une diminution des températures demain, mais je suis évidemment très honoré et très fier aussi d'accueillir Bruno Le Maire, que vous connaissez évidemment pour avoir été le remarquable ministre de l'économie et des finances qui s'est battu pendant toutes ces crises pour faire face à des moments politiques difficiles, et que j'ai eu la chance de pouvoir inviter grâce à celui désormais que vous connaissez, puisqu'il était présent à la conférence de Gérald Darmanin au mois de novembre dernier, et qui m'a permis d'établir ce contact avec Bruno Le Maire, mon ami, vraiment auquel je tiens beaucoup et auquel je suis très attaché pour cette conférence qu'il va animer avec Bruno Le Maire. Je voudrais vous dire, si vous le permettez, avant la prise de parole qui va être peut-être filmée sur YouTube, dire que Bruno Le Maire, pour moi, c'est une personnalité politique un peu hors des normes. Vous avez entendu les discours qu'il y a pu avoir, le bashing sur Emmanuel Macron. Il aura l'occasion, j'espère, de s'exprimer sur les sujets sur lesquels vous l'interrogerez. Et je suis ravi de l'avoir parce qu'il a une vraie vision, il a une vraie feuille de route en tête pour ce qu'il faudrait faire demain pour essayer de bouleverser l'organisation de l'État. Alors, mesdames, messieurs et cher Gilles Kepel et cher Bruno Le Maire, puisque tu m'as permis de te tutoyer, je suis évidemment particulièrement heureux tous les deux de vous accueillir ce soir au sein du Cercle. Et lorsque nous avons imaginé ce cercle, je refais un peu de communication sur le cercle, certains se sont interrogés. Alors pourquoi un groupe qui intervient dans l'assurance, le financement, le conseil, l'immobilier de prestige et l'accompagnement des dirigeants consacrerait-il du temps, de l'énergie et des moyens à organiser des rencontres intellectuelles, économiques et politiques? La réponse, cher Gilles et cher Bruno, elle est simple. Parce que nous vivons une époque où l'expertise technique ne suffit plus. Parce que nous sommes entrés dans un monde où comprendre les grandes transformations géopolitiques, économiques et sociétales est devenu une condition de réussite. Parce que conseiller un dirigeant, accompagner une entreprise ou investir dans un territoire exige aujourd'hui davantage qu'une connaissance des marchés. Cela exige une compréhension profonde du monde et c'est précisément la vocation du Cercle. Vous le savez, on a reçu de nombreux politiques et économistes, Nicolas Bouzou, Frédéric Ancel, Raphaël Enthoven, Gérald Darmanin et aux côtés de Gilles Kepel. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est que créer une fenêtre ouverte dans le monde économique et le monde politique est à la fois difficile. C'est difficile aussi entre les territoires et les centres de décision. Créer une fenêtre ouverte entre la France et le reste du monde. Créer enfin un lieu où celles et ceux qui agissent puissent rencontrer celles et ceux qui décident, qui pensent, qui influencent les grands équilibres contemporains. Cette démarche, elle n'est pas accessoire, elle est au cœur même de notre projet entrepreneurial. Chez Everfair, nous sommes convaincus que pour bien conseiller nos clients, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Chez Everfair, nous sommes convaincus qu'il faudra aussi comprendre ses fractures, comprendre ses opportunités, comprendre ses risques, comprendre ses mutations. Et force est de constater que ce monde est devenu plus difficile à lire qu'il ne l'a probablement jamais été depuis des décennies. Pendant longtemps, nous avons vécu avec l'illusion d'une certaine stabilité. Nous pensions que les équilibres internationaux étaient acquis. On a vraiment le désir de vous entendre tous les deux sur ces équilibres. Nous pensions que les alliances étaient durables. Nous pensions que le progrès économique avançait dans une direction relativement prévisible. Nous pensions que la mondialisation suivait une logique rationnelle. Nous pensions que l'Europe progresserait naturellement. Nous pensions que l'Occident resterait le centre incontesté du monde. Aujourd'hui, plus rien n'est évident. Aujourd'hui, les repères se brouillent, les alliances se déplacent, les centres de gravité changent. Les certitudes disparaissent. Comment penser le monde lorsque la première puissance mondiale accepte qu'une puissance étrangère participe au financement des futurs avions présidentiels? J'imagine que vous avez tous vu le nouvel avion du président Trump. Comment penser le monde lorsque les rapports de force qui semblaient figés il y a encore quelques années se recomposent à une vitesse inédite? Comment penser le monde lorsque le Golfe devient l'un des grands centres de décision économique, technologique et diplomatique de la planète?
Comment penser le monde lorsque les régimes que l'on croyait durablement marginalisés retrouvent progressivement une place dans les équilibres internationaux? Comment penser le monde lorsque l'Europe demeure une puissance économique majeure, mais peine encore à parler le langage de la puissance politique? Ces questions, elles ne sont pas théoriques. Elles concernent nos entreprises, nos investissements, nos territoires, notre souveraineté. Elles concernent l'avenir de nos enfants. Dans un tel contexte, nous observons souvent deux réactions. La première est la peur, la seconde, l'agitation. Et malheureusement, l'agitation est parfois présentée comme une qualité. Maintenant, on appelle cela l'agilité. C'est à la mode. Pour ma part, j'observe souvent autre chose. J'observe une époque où l'inconstance a parfois remplacé la réflexion, où la réaction immédiate remplace l'analyse, où le commentaire remplace la connaissance. Or, dans les périodes de bascule historique, les sociétés ne progressent pas grâce aux commentateurs, elles progressent grâce aux connaisseurs, grâce à celles et ceux qui ont étudié les phénomènes avant de les commenter, grâce à celles et ceux qui ont exercé des responsabilités avant de donner des leçons, grâce à celles et ceux qui savent distinguer le bruit du signal. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons décidé de recevoir et souhaiter ardemment la venue de Bruno Le Maire, que je vous remercie encore une fois d'applaudir. Son parcours parle de lui-même. Il a exercé les plus hautes responsabilités de l'État. Il a été député, ministre de l'Agriculture, puis ministre de l'Économie et des Finances pendant près de 7 années. 7 années au cours desquelles la France a connu une succession de crises exceptionnelles. La pandémie, la crise énergétique, le retour de l'inflation, la guerre en Europe, les bouleversements industriels, les tensions sur les chaînes de valeur mondiales. Et je voudrais te dire, Bruno, ici, devant cette assemblée, que je me souviens de ce jour où le personnel, très anxieux de voir ce qu'allait devenir l'avenir de notre office notarial, en moins de 8 jours, Bruno, nous avons obtenu ce que tu avais pensé pour nous, les entrepreneurs, un PGE de 750 000 € qui a mis à l'abri 29 salariés, juste en face de cet hôtel, le Grès d'Albion, dans la magnifique boîte à l'époque que je dirigeais, Clarellis Notaire. Ces événements, Bruno Le Maire ne les a pas observés et commentés depuis un plateau de télévision. Il les a gérés, il les a arbitrés, il les a affrontés. Il l'a fait sans jamais se réfugier dans le confort du silence. À une époque où le silence assourdissant de certains responsables peut parfois inquiéter, autant que les excès de parole d'autres, Bruno Le Maire a toujours choisi de participer au débat public, avec ses convictions, avec ses analyses, avec cette qualité devenue rare dans notre vie publique, le sens de la mesure. Car la mesure n'est pas la tiédeur. La mesure est souvent le courage de résister aux emballements du moment, aux simplifications excessives et aux passions passagères. Bruno Le Maire est à cet égard un homme de mesure. Et cela crée une différence fondamentale. Mais Bruno Le Maire est aussi un homme de pensée, un homme de culture, un homme qui continue d'écrire ce que j'essaie tous les jours d'enseigner à ma fille, Bruno, ce remarquable talent dont tu es doté, de cette magnifique écriture qui est la tienne. Tu fais partie de ces rares politiques, car il en existe malheureusement que très peu. C'est un plaisir savoureux, délicieux tous les jours de te lire. Du premier au dernier ouvrage, je n'en ai pas manqué un. Son dernier livre en témoigne, je vous invite à l'acheter. À travers cet ouvrage, il poursuit une réflexion entamée depuis longtemps sur la France, sur l'Europe, sur la puissance publique et sur les transformations profondes de notre époque. Dans un monde saturé de réactions instantanées, prendre encore le temps d'écrire est déjà une forme de résistance intellectuelle. Dans un monde, et c'est précisément ce regard que nous souhaitons entendre ce soir. Car il existe un fil conducteur dans l'ensemble du parcours de Bruno Le Maire. Ce fil, c'est l'Europe. Tu me le disais tout à l'heure dans la voiture, une Europe que tu n'as jamais considérée comme une contrainte, mais comme une ambition, une Europe qu'il a toujours pensée comme un levier de puissance, une Europe qui demeure probablement l'un des enjeux majeurs des prochaines décennies. Face aux États-Unis, face à la Chine, face aux nouvelles puissances émergentes, face aux défis technologiques, face aux défis énergétiques, face aux défis de souveraineté, face aux défis du choix entre la puissance et l'effacement. Et cette question,
mérite d'être abordée avec ceux qui ont eu à la porter au plus haut niveau. Alors évidemment, nous pourrions terminer ce propos en évoquant 2027. Nous pourrions rejoindre le grand concours national des hypothèses présidentielles. Chaque semaine apporte son nouveau candidat. Chaque semaine apporte son nouveau favori. Chaque semaine apporte sa nouvelle certitude. Mais au fond, la question n'est pas là. La France n'a pas besoin d'un 39e candidat. Elle a besoin d'un rassembleur. Elle n'a pas besoin d'une candidature supplémentaire. Elle a besoin d'une vision supplémentaire. Elle n'a pas besoin d'un homme ou d'une femme qui parlerait à une moitié du pays contre l'autre. Elle a besoin de quelqu'un capable de parler à la France tout entière, à la France qui entreprend, comme à celle qui doute. Combien de fois ne t'ai-je entendu, Bruno, avec cet optimisme lucide, responsable, mais qui donnait envie d'aimer encore notre pays, à la France des métropoles comme à celle des territoires, à la France qui croit en l'Europe comme en celle qui s'interroge, à la France, cher Bruno, qui demande davantage d'autorité, mais aussi davantage de protection, à la France qui veut du mouvement, mais aussi de la stabilité. Et si demain, Bruno Le Maire décidait non pas d'être un candidat parmi d'autres, mais d'être celui qui tente de rassembler ces différentes Frances, alors, je veux lui dire ici, et je veux te le dire personnellement, très simplement, que tu pourrais compter sur mon soutien personnel et celui du Cercle. Parce que les périodes de bouleversement réclament davantage que des ambitions. Elles réclament des bâtisseurs, des femmes et des hommes capables de construire des ponts entre les générations, entre les territoires, entre l'économie et la politique, entre la France et l'Europe, entre le réel et l'espérance. Mesdames, messieurs, chers amis, c'est précisément l'esprit du Cercle. Faire dialoguer des mondes qui s'ignorent parfois, créer des passerelles là où d'autres construisent des frontières et tenter modestement d'apporter un peu de compréhension dans un monde qui en manque cruellement. Cher Gilles Kepel, cher Gilles, cher Bruno Le Maire, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation du Cercle et de ce travail depuis maintenant plus d'1 an et demi, mais même avant, puisqu'on avait reçu bien des personnalités comme Daniel Cohen, qui me disait d'ailleurs que le débat public était malheureusement altéré par la montée massive du réseau social et des commentaires instantanés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très, très honorés de vous accueillir tous les deux parce que vous êtes deux grandes personnalités. Merci, je vous remercie. Encore une fois. Merci beaucoup, mon cher Philippe, pour ces propos liminaires très enthousiasmants. On va essayer d'être au niveau que tu as indiqué. Merci à toutes et tous d'être venus et d'avoir bravé la canicule. Et bien sûr, merci à Bruno d'avoir honoré la ville de Cannes de ta présence. Et peut-être parce que tu es venu qu'il fait si chaud, tu as réveillé cette tête. Ou bien que ton départ... Si demain matin, ça température baisse, nous saurons ce qu'il en est. Alors, nous avions convenu tous deux d'articuler ce débat qui est une sorte de variation sur le thème webérien du savant et du politique, parce que Bruno est plus ou moins, sinon plus savant que moi, et moi moins politique que lui, selon quatre thèmes, d'une certaine manière en entonnoir, en commençant par l'état du monde aujourd'hui, qui est particulièrement préoccupant, en réfléchissant ensuite sur la situation de l'Europe, pour laquelle Bruno a annoncé, vous l'avez vu dans son entretien à Nice Matin, un certain nombre de visions, et ensuite la situation française de manière globale, notamment la question des inégalités, de la pauvreté, d'une jeunesse qui se marginalise aujourd'hui, et de cette France qui se divise de façon très préoccupante et très nouvelle. Et ensuite, et bien évidemment, on finira avec la question du politique qui va s'ouvrir à partir du début de l'année et se clore au printemps prochain, dans 1 an. Donc tout d'abord, et du fait de ma spécialisation depuis maintenant une 50aine d'années sur les sujets du Moyen-Orient, on va peut-être commencer par ça, puisque la situation au Moyen-Orient est particulièrement paradoxale et elle est très révélatrice par-delà le Moyen-Orient lui-même d'un bouleversement gigantesque du monde, probablement d'une ampleur que nous n'avons jamais connue depuis
certainement 1989 et même 1945. La fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le plus jamais ça du nazisme, c'est ça sera suivi par la création d'Israël, le massacre du peuple juif, l'Holocauste, la Shoah, comme on l'a appelé de diverses manières. C'est ensuite les deux blocs de l'Est et de l'Ouest qui s'effondrent en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Et ensuite, donc, on entre dans une période d'incertitude qui a été analysée de manière un peu différente par deux espèces de visionnaires opposés au courant du siècle. D'un côté, Francis Fukuyama, qui estimait qu'on était dans la fin de l'histoire, ce concept hegelien où il n'y aurait plus véritablement de contradiction, mais dans chaque pays du monde, un parti démocrate et un parti républicain qui ferait des primaires et présenterait des candidats, je caricature à peine. Et de l'autre, peut-être plus de manière incisive, Samuel Huntington, qui annonçait un clash des civilisations par-delà l'affrontement entre communisme et capitalisme. Alors, ça n'est ni l'un ni l'autre certainement, mais ce que nous avons vu au cours des mois écoulés semble quand même une accélération de l'histoire tout à fait extraordinaire. Si peut-être on peut prendre comme point de départ, et c'est ça sur quoi je voudrais peut-être que Bruno réagisse, le 7 octobre 2023, c'est-à-dire le moment où, selon les termes que j'utilise pour le décrire, la razzia pogromiste du Hamas est déclenchée au sud d'Israël, avec le sentiment finalement que les Juifs qui avaient trouvé dans l'État d'Israël un refuge, un sanctuaire, s'y trouvent de nouveau massacrés, pris en otage, tués comme cela a été, et ensuite la réaction massive de Bibi Netanyahou, les dizaines de milliers de morts de la bande de Gaza, et ensuite un cycle qui va s'aggraver sans cesse et qui aboutira, à travers diverses itérations, à la situation actuelle. Une situation actuelle dans laquelle la décision américaine et israélienne de prendre l'initiative d'une offensive contre l'Iran militaire le 28 février, qui commence par la liquidation de l'ayatollah Khamenei, et dont beaucoup d'entre nous, moi compris, avaient cru que cela allait avoir une influence décisive. Eh bien, en fait, l'influence décisive, il y en a une, mais ce n'est pas celle que nous anticipions, c'est-à-dire que ça n'a pas été la liquidation de la République islamique, comme beaucoup le croyaient, mais au contraire, la mise en avant de la relativisation désormais du pouvoir américain, et y compris avec l'aide israélienne, et le fait que des armes gigantesques, finalement, étaient prises en otage de modes non autorisés ou non attendus de faire la guerre, prendre en otage les pays voisins, bloquer le détroit d'Ormuz, bloquer l'Organisation mondiale du commerce, l'approvisionnement de l'humanité en pétrole, etc. Et l'utilisation aussi d'armes du pauvre, les drones notamment, qui finalement se sont avérés plus efficients que les gigantesques machines militaires construites et mises en œuvre par les États-Unis. Dans une conjoncture, et je terminerai par ça, où on observe un petit peu un phénomène comparable entre le géant, certes vieillissant, russe et l'Ukraine, où la masse de la machine russe, finalement, aujourd'hui, et depuis quelques jours d'autant plus, semble très fortement mise à mal par le fait que donc, les Ukrainiens utilisent des drones de plus en plus efficients qui sont en train, aujourd'hui, de mettre en péril, là, semble-t-il, le maintien même au pouvoir de Vladimir Poutine. Donc, ma question serait de demander à Bruno comment est-ce qu'il analyse ce type de phénomène aujourd'hui, par-delà la dimension, j'ai esquissé les éléments interprétatifs, mais comment est-ce que tu vois ce phénomène, non seulement pour le monde, est-ce que on vit dans une période que nous n'avons jamais vécue, même si je suis un peu plus âgé que toi, donc je peux trouver encore un peu plus de profondeur historique.
Et dans quelle mesure est-ce que cela peut impacter, et impacte, je crois que ça impacte effectivement, comment vois-tu l'impact que ça a sur notre pays, avant que nous ensuite déclinions ça à travers les enjeux européens, puis français, puis politiques. Merci. Merci, cher Gilles, merci à Philippe de son accueil et merci à toutes et à tous de prendre un peu de temps pour venir nous écouter tous les trois ce soir. La question que tu poses, Gilles, est probablement la question fondamentale et celle qui devrait déterminer tous les débats politiques à quelques mois de l'élection présidentielle. Il se trouve qu'on préfère parler de climatiseurs, ce qui est certainement très important, mais je pense que pour votre avenir, pour celui de vos enfants, de vos petits-enfants, il est surtout très important que le prochain chef de l'État sache où il va emmener la France sur la scène internationale et sur la scène européenne. Ma lecture elle est très simple, et tu l'as dit d'ailleurs toi-même. L'Europe est sortie totalement meurtrie, choquée, au sens le plus profond du terme, de deux guerres mondiales, de conflits mondiaux, qui l'ont laissé littéralement anéanti, physiquement, économiquement, moralement. Quand elle sort de la Deuxième Guerre mondiale, le leitmotiv, c'est plus jamais ça. Et elle s'engage donc dans la voie de la démilitarisation. Dans le fond, les armes n'apportent que du chaos et que du malheur. Et donc il faut éviter de se militariser, ça ne sert à rien. La preuve, lorsque on essaye de mettre en place une communauté européenne de défense en 1954, comme première étape de la construction européenne, ça échoue. Parce que c'est forcément le mauvais point de départ pour une Europe traumatisée par la guerre et qui ne veut plus entendre parler des armes. Démilitarisation, transfert de notre protection aux États-Unis, mise en place de l'OTAN. Je mets de côté la France qui, grâce à l'intuition géniale du général de Gaulle, a conservé une capacité militaire et surtout une capacité de dissuasion nucléaire. Mais sinon, dans le fond, on ne veut plus entendre parler de conflits militaires. Ça nous a fait trop de mal. Le seul conflit à l'époque, c'est celui entre l'Union soviétique et les États-Unis. Or, l'histoire à ce moment-là, et c'est là qu'elle est passionnante, même pour une petite fille de l'âge de ta fille, l'histoire semble nous donner raison. Parce qu'au bout du compte, nous gagnons. Le mur de Berlin s'effondre en 1989, l'ennemi soviétique disparaît, et Fukuyama, tu l'as cité, nous dit c'est la fin de l'histoire. Vous avez gagné. Les démocraties libérales ont gagné. Et finalement, le pari presque métaphysique qu'avait fait l'Europe en 1945 était le bon. Se démilitariser, confier sa sécurité aux États-Unis d'Amérique et attendre que l'Union soviétique tombe. Le drame que nous vivons aujourd'hui, c'est la remilitarisation du monde. Ça se résume en un seul mot, la remilitarisation du monde. Pourquoi ? Parce que malheureusement, Fukuyama a eu tort, et Samuel Huntington, l'autre philosophe et géopoliticien américain, a eu raison. Car lui avait dit la disparition d'un ennemi va automatiquement en faire naître un autre. Exit l'Union soviétique, place à ce que personne n'avait vu venir, la superpuissance chinoise. Et cette militarisation que nous voyons aujourd'hui n'est que la conséquence du phénomène qui nous ballotte toutes et tous, y compris dans nos vies quotidiennes. La lutte à mort pour l'hégémonie mondiale entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et c'est à travers cette optique-là qu'il faut lire tous les conflits actuels. L'Iran, l'Ukraine, Israël, Gaza, tout peut être lu à travers l'optique de cette compétition à mort pour l'hégémonie mondiale entre la Chine et les États-Unis qui conduit à la remilitarisation de toutes les activités de la planète. Le conflit iranien, vous n'y comprenez rien, ce n'est pas compris que derrière l'Iran, il y a en backup la Chine. Et que dans le fond, la Chine est là, qui dit à l'Iran, tu peux aller jusque-là, mais pas plus loin. Après, je stoppe mes achats de pétrole et tu n'as plus de liquide qui rentre dans les caisses de ton État.
Posez-vous cette question. Comment se fait-il que la Russie de Vladimir Poutine, première puissance nucléaire militaire de la planète avec les États-Unis d'Amérique, n'ait pas écrasé en 15 secondes l'Ukraine? Une seule raison. Une seule. Parce que Xi Jinping a dit « c'est la ligne rouge absolue ». Vous faites ce que vous voulez en Ukraine. 35 000 morts par mois, j'en ai rien à faire. Des massacres en veux-tu, en voilà, none of my business. Un conflit qui dure, pas de problème. Mais la ligne rouge, c'est que vous n'utilisez pas une arme nucléaire. Tout ce qui se passe à travers la planète doit être lu à travers cette rivalité entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Pas de chance pour nous, cette militarisation, elle nous laisse malheureusement complètement démunis, puisque nous, on a abandonné toute idée de militarisation. D'abord, on manque d'armes. C'est le premier élément de la militarisation. Or, comme on s'aperçoit qu'il pourrait arriver qu'un jour, la Russie décide de frapper un État du nord de l'Europe, et qu'il pourrait arriver que les États-Unis ne viennent pas nous protéger, ben là, on est en train de se dépêcher pour se dire il faut peut-être qu'on achète des canons, des drones, des missiles, pour faire face à une attaque russe. Alors vous me direz, là aussi, mais l'intérêt de notre échange est de pousser la réflexion le plus loin possible. Ah, mais on a le parapluie nucléaire français. Je vous pose là aussi une question. Admettez qu'un missile hypersonique russe vienne frapper même une ville française. Même une ville française. Et je ne parle pas d'une ville allemande ou d'une ville italienne. Et fasse, disons, 15-20 morts. Le président de la République donnerait-il l'autorisation à un SNLE à 100 mètres de profondeur de remonter à 20 mètres pour tirer depuis les 20 mètres de profondeur un missile M51 capable de raser en un quart de seconde une surface 3 fois supérieure à celle de la ville de Moscou? Non. Donc, la seule vraie riposte, c'est celle qui permet de dire vous avez envoyé un missile, je vous en renvoie 10. Et j'ai des missiles de moyenne portée de 2000, 3000, 5000 km capables de frapper le territoire russe. Est-ce que l'Europe en a? Zéro. Donc, premier effet de la remilitarisation du monde, il faut qu'on se remilitarise, nous aussi, à marche forcée, puisqu'on ne peut pas compter ni sur nos propres capacités, ni sur les capacités américaines. Ce que je dis pour les armées vaut aussi pour le commerce. Regardez la différence de traitement Chine-Europe. Donald Trump fait une grande déclaration, le fameux Liberation Day, en disant la Chine c'est scandaleux, surcapacité industrielle, je vais leur mettre dans la figure un droit de douane à 80%. Tous les objets chinois, de la petite poupée jusqu'au véhicule électrique, en passant par le robot mixeur, ils rentrent aux États-Unis, 80% de taxes, bam, plus rien n'entrera. Combien est-ce que la Chine va payer finalement de droits de douane pour rentrer aux États-Unis? Zéro. Pourquoi? Parce que Xi Jinping, lui, croyez-moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, il a compris que seul comptait le rapport de force et que le monde s'était remilitarisé. Donc il a fait savoir à l'administration américaine, pas de problème, vous me mettez 80% de droits de douane sur mes produits, pas de problème. Mais comme vous êtes à 100% dépendant des terres rares chinoises, le lithium, le cobalt, le germanium, tout ce avec quoi vous faites vos produits à base de silicium et tout ce à partir de quoi vous faites fonctionner votre Tech Valley du côté de San Francisco, de Los Angeles et de la Napa Valley. Désolé, vous n'en aurez plus et vous ne pourrez plus rien faire. Résultat, 0% de droits de douane sur les produits chinois. En revanche, quand il fait la même chose et qu'il convoque la présidente de la Commission européenne sur son golfe en Écosse et qu'elle lui dit ça va être 15% de droits de douane, alors même que la balance commerciale entre les États-Unis et l'Europe est défavorable à l'Europe. Car dans une balance commerciale, il y a deux choses. Il y a des produits manufacturiers et puis il y a des produits non manufacturiers, notamment tout ce qui se trouve sur votre iPhone, votre utilisation d'Amazon,
de Google ou de Microsoft. Donc si vous mettez les deux, en fait, on est largement déficitaire. Mais comme on n'avait aucune arme à pointer sur M. Trump, eh bien nous payons. Nous payons. Et je pourrais multiplier les exemples de cette militarisation du monde qui fait deux vainqueurs, la Chine et les États-Unis, et un grand perdant, l'Europe et la France. C'est la transition toute trouvée pour le deuxième thème de notre conversation, donc, qui prolongera. Comment est-ce que tu vois la capacité de l'Europe à fonctionner dans ce monde dont nous avons esquissé les nouvelles lignes de faille? Tu as notamment déclaré dans ton entretien avec Nice Matin il y a 2 jours que tu voyais une Europe à 6 membres, enfin avec 6 points forts. Comment est-ce que tu envisages que cela puisse se passer concrètement? C'est-à-dire que deviendraient les 21 autres? Penses-tu qu'ils en seraient ravis? Est-ce que tu vois une Europe à plusieurs vitesses? Comment est-ce que tu envisages le fonctionnement d'une Union européenne dans ce contexte nouveau et face à ces défis? Alors, il y a peu de choses, tu me connais très bien, sur lesquelles je sois catégorique. En général, j'admets le doute, la discussion, mais sur l'Europe, je suis catégorique. C'est une question de vie ou de mort. On continue à 27, c'est fini. Là, je vais vous dire, allez à la plage, profitez du bonheur d'habiter à Cannes et sur la Côte d'Azur, mettez vos enfants à l'abri, cultivez votre jardin, mais vous occupez plus de politique, c'est foutu. Je vous le dis vraiment comme je le pense. Car l'Europe à 27 est incapable de prendre des décisions à la hauteur de ce qui est demandé et à la hauteur de ce qui est exigé pour nous protéger. Donc, je propose que nous passions à une Europe à 6. Alors, elle sera dans l'Europe à 27, bien entendu, elle restera ouverte aux autres. Mais cette Europe à 6, elle nous permettra, sur un nombre de sujets restreints, de nous mettre en ordre de bataille, d'avancer et d'obtenir des résultats. Et je vais vous donner des exemples extrêmement concrets. Cette Europe à 6, pour moi, elle devrait rassembler l'Espagne et l'Italie, 2 grands pays du Sud, pour traiter le sujet migratoire, la France et l'Allemagne, qui ont toujours été le moteur de la construction européenne, la Pologne, parce que c'est le pays qui réussit à l'Est, et les Pays-Bas, parce que c'est le pays qui réussit technologiquement. Ces États, à mes yeux, devraient se doter d'une constitution pour définir leur mode de fonctionnement, savoir qui décide sur tel et tel sujet. À mes yeux, ils devraient choisir, à terme, une nouvelle capitale pour fuir Bruxelles, qui est la capitale de la technostructure, mais pas la capitale de la politique. Après tout, la BCE a une capitale, Francfort, le Parlement européen a une autre capitale, Strasbourg, donc on peut très bien envisager que l'Europe politique, et pas technocratique, est une capitale ancrée dans la mémoire des peuples européens. Ça peut être Rome, ça peut être Paris, enfin au moins une ville qui est de la gueule. J'espère qu'il n'y a pas de Belges ici, parce que, enfin, je ne suis pas du tout, je parle de la Bruxelles technocratique, bien entendu. Et après, il faut choisir un certain nombre de sujets. J'en donne juste un. J'y suis attaché parce que je travaille désormais pour une entreprise de haute technologie qui s'appelle ASML. C'est la production de semi-conducteurs sur le sol européen. À 27, croyez-moi, quand vous faites face à la Chine et aux États-Unis, où il y a des géants de plusieurs milliers de milliards de dollars qui décident tout seuls en 24 heures, oubliez. Jamais vous prendrez les décisions suffisamment rapidement. Pourquoi c'est si important que ça, les semi-conducteurs? C'est le pétrole du XXIe siècle. C'est ce qui va faire tout marcher. Les caméras qui nous filment, les lampes qui nous éclairent, vos iPhones qui vous renseignent, sur lesquels vous passez, allez, 4 heures si vous êtes un petit consommateur, 6-7 heures si vous êtes un consommateur normal, 10 heures si vous êtes un consommateur vraiment addictif. Mais votre journée aujourd'hui, c'est moins de temps avec les gens qui vous entourent qu'avec votre iPhone. Pas pour 80% de la population. Pour 100% de la population possédant un iPhone, vous passez plus de temps avec votre iPhone qu'avec n'importe quel autre membre de votre entourage. Cet iPhone, sa valeur, c'est les microchips, les semi-conducteurs qui sont dedans. Nous n'en produisons pas. Tout le monde parle des data centers qu'il faut construire partout en Europe. Je suis archi pour. Il faut juste savoir ce que nous voulons être.
On va ouvrir des centres de données qui vont stocker vos données, qui sont sur vos iPhones, donc vos données de santé, vos données médicales, vos données personnelles, les informations sur votre consommation, vos habitudes de transport, vos habitudes de vie, vos préférences de lecture, de films, de musique. Tout ça est stocké à une valeur considérable, absolument considérable. C'est beaucoup plus important comme valeur que n'importe quel produit manufacturier aujourd'hui. Donc il faut les stocker pour pouvoir les utiliser. Il faut des data centers. On va en construire en France. Ça va consommer beaucoup d'espace, beaucoup d'eau pour refroidir les data centers, surtout s'il fait très chaud, et énormément d'énergie. C'est pour ça que la France est remarquablement placée. Nous avons l'énergie nucléaire pour faire tourner les data centers. Mais dans ces data centers, qu'est-ce qu'il y a de la valeur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut nous enrichir, nous, qui sommes en train de nous appauvrir par rapport aux Américains et par rapport aux Chinois? Est-ce que c'est le building, l'infrastructure? Mais absolument pas, ça vaut rien, ça. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Uniquement l'infrastructure. Alors, ça va être très bien pour Bouygues Construction, ça va être très bien pour Vinci. On va faire les fondations, on va construire le data center, et on va mettre les racks avec les données dedans. Valeur, allez, si on est généreux, 10% de la valeur d'un data center. Tout le reste, c'est les semi-conducteurs qui ont une mémoire, ça vaut une fortune. Regardez l'explosion du coût des iPhones et des ordinateurs dans les magasins qui en vendent aujourd'hui, des tablettes, de tout ce qui consomme de la mémoire, et de la capacité de calcul à partir de la mémoire pour vous envoyer des informations à vous ou à des entreprises. Cette mémoire, reliée à une capacité de calcul, c'est le semi-conducteur. 80% de la valeur du data center est dans ce semi-conducteur. Donc soit nous en produisons en Europe, et nous serons riches, soit nous n'en produisons pas, et nous nous appauvrirons. Pourquoi je vous dis vous serez riches? Parce que regardez les marchés qui sont en expansion. Regardez, pardon d'être aussi brutal que ça, regardez où on peut se faire de la thune, nous, nos enfants, et les générations qui vont venir derrière. On ne va pas rester toujours scotché sur nos industries actuelles. Moi, je suis très fier qu'on ait le champion mondial du luxe avec LVMH. Je suis très fier qu'on ait Airbus. Je suis très fier qu'on ait des activités dans le domaine médical qui sont très performantes. Mais enfin, on ne va pas continuer à vivre sur nos lauriers. Ce n'est pas ça une nation dynamique. Ce n'est pas ça un continent qui gagne. C'est aller chercher la valeur là où elle va se produire. Le marché des semi-conducteurs est estimé pour la seule Europe à 1 200 milliards d'euros par an. Donc soit c'est nos semi-conducteurs, soit ce sont les semi-conducteurs américains. Soit nous sommes un comptoir colonial des États-Unis d'Amérique qui viennent installer chez nous des data centers qui ne peuvent plus ouvrir chez eux et qui rapatrient ensuite toute la valeur chez eux, soit on crée nos propres semi-conducteurs, et dans ce cas-là, c'est nous qui gardons la valeur, les emplois, l'argent, les impôts dont on a bien besoin pour faire tourner nos services publics et notre État de manière générale. Construire des semi-conducteurs, je vous ai peint la technique, c'est très compliqué. Mais on a tout pour y arriver à 6. Vous avez en France des géants de la fabrique de semi-conducteurs qui sont exceptionnels, ST Microélectronique à Grenoble. Vous avez Infineon en Allemagne. Vous avez les meilleurs scientifiques, les meilleurs cerveaux de la planète sont en Europe. Ils sont en France. Allez au CEA Leti. Le CEA, c'est un truc incroyable, le commissariat à l'énergie atomique. Vous trouvez des gens d'une intelligence, d'une capacité de compréhension totalement exceptionnelle. Vous avez en Belgique un institut qui s'appelle l'IMEC, qui rassemble aussi parmi les meilleurs cerveaux de la planète. Vous avez, et c'est pour ça que je veux que les Pays-Bas soient dans cette alliance à 6, ASML, la plus grande entreprise en Europe. Elle fait quoi? Elle fait des immenses machines qui font la taille de cette pièce, qui coûtent 1 milliard d'euros pièce, et qui savent graver sur ces semi-conducteurs des données d'une finesse équivalente quasiment à la taille de l'atome, 2 nanomètres. Qui sait faire ça d'autre au monde? Personne. Donc on a tout ce qu'il faut, mais il faut le rassembler. Eh bien c'est la fin de mon raisonnement, cher Gilles. À 27, c'est impossible. À 6, on peut y arriver.
Alors, comme il faut qu'on avance, maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui est celle de la France. C'est notre propre pays. Il se trouve que il y a 2 ans, quittant l'université, un peu contraint et forcé, j'ai décidé, moi qui ne suis pas croyant, de faire un pèlerinage. Je suis allé à Saint-Gilles-du-Gard, donc la ville de mon saint patron. Je suis parti du Puy-en-Velay le jour de l'Assomption, donc j'ai assisté à l'émergence, la cristallisation de la foi chrétienne effervescente qui partait à Compostelle, et je suis descendu sur la faille protestante-catholique à Uzès, qui est encore très présente dans notre société, mais qui est plutôt... Pardon, excusez-moi, la faille protestant-catholique, qui est encore très présente, c'était la religion qui me faisait baisser le ton par respect sans doute, et très présente dans notre société. Et ensuite, je suis arrivé à Alès, où la mine avait été fermée sous François Mitterrand, pas sa faute, c'est-à-dire qu'il n'y en avait plus. Et là, on voyait comment le paysage avait été complètement dévasté. Ce département du Gard, qui était un département autrefois entièrement communiste par ses élus, était désormais entièrement Rassemblement national, surtout depuis la dernière dissolution. Et d'un côté, on avait des zones de lotissement périurbain sur lequel régnait le RN, et de l'autre côté, des quartiers HLM déshérités sur lesquels régnait le DIL et était répandue la militance islamiste que je connais bien. Et donc, il m'a quand même frappé de voir comment, dans notre société aujourd'hui, nous faisions face à une crise de failles identitaires terribles qui m'interrogeait sur la façon dont nous étions encore à même du fait de, est-ce que c'est le ralentissement de notre capacité productive ensemble, est-ce que de faire société. Et comment on voyait aujourd'hui une jeunesse qui était entrée dans une pauvreté sans véritable moyen de sortie, qui démentait tous les scénarios optimistes qu'on pouvait observer. Et je me demandais quel était ton propre diagnostic de ce point de vue-là. Est-ce que tu penses, avant qu'on aborde la question proprement politique, qu'on verra in fine, que c'est quelque chose que justement le projet d'Europa 6, cette espèce de réarmement industriel et numérique, d'une certaine manière, que tu prônes, est-ce que tu penses qu'il peut servir à sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer? Alors je crois que oui, et je crois que je partage, comme très souvent, totalement ton analyse. Je vais être très provocant entre nous, et l'intérêt c'est qu'on se parle très franchement. Tout le monde pousse des cris d'orfraie sur la montée du Rassemblement national. J'ai été élu pendant 15 ans dans une circonscription, dans l'Eure, au sud d'Évreux, qui a toujours voté massivement Rassemblement national. C'est une des circonscriptions qui vote le plus Rassemblement national en France. Et pourtant, j'ai été élu. Nous n'avons que ce que nous méritons. Si aujourd'hui les extrêmes sont aussi hauts, c'est que nous avons échoué. Donc s'en prendre aux électeurs en disant vous ne votez pas bien, ça ne me paraît pas très malin. Il faut essayer de comprendre pourquoi des électeurs qui sans doute aspireraient à voter peut-être différemment ou seraient prêts à voter différemment, aujourd'hui expriment une colère, une inquiétude qui est parfaitement légitime. Bon, la première raison, elle est liée effectivement à l'abandon de la production, qu'elle soit industrielle ou qu'elle soit agricole. Je l'ai vu dans mon département. Quand vous avez une usine qui ferme, vous avez une permanence du Rassemblement national qui ouvre. Parce que derrière l'usine qui ferme, c'est toute une vie qui est foutue en l'air. C'est des ouvriers, c'est des agents de maîtrise qui ont consacré toute leur vie à faire des beaux produits, à faire des portières pour des voitures, à faire des moteurs, à faire des carburateurs, et qui tout d'un coup se retrouvent sans rien, et vous ne servez plus à rien. Et vous ne savez pas quoi, c'est très bien, parce qu'on a eu une super idée, on a inventé l'industrie sans usine. Grande idée des années 90. Mais les élites économiques qui ont vendu ça sont coupables. Nous avons abandonné l'industrie française. Elle est passée d'un peu plus de 20% de notre richesse
à peine 10%. Et si j'ai bien une fierté, c'est d'être le premier ministre de l'économie et des finances depuis 40 ans qui a réussi à inverser la tendance et à relancer la production industrielle dans le pays. Alors ça s'est arrêté en 2024, dissolution, machine arrière toute, on arrête tout ce qui soutient l'industrie et à nouveau les défaillances reprennent. C'est pitoyable. Mais j'ai baissé les impôts de production, j'ai essayé de simplifier la vie des industries, je leur ai permis de se développer quand elles voulaient se développer sans autorisation administrative absolument délirante. Nous avons relancé l'apprentissage et montré qu'être ingénieur était probablement le métier le plus intéressant et le plus prometteur aujourd'hui. Donc c'est possible. Mais ça n'est possible que si cette volonté est totale, claire et assumée. Et ça n'est possible que si elle est soutenue par des décisions européennes pour rééquilibrer par rapport à la Chine. Et je reviens à mon premier point depuis notre discussion. Si vous avez un président de la République en 2027 qui vous dit « je vais relancer l'industrie et pour ça, j'accepte de supprimer la Commission nationale du débat public sur les agrandissements d'usines. Je baisse les impôts de production qui sont encore 5 fois plus élevés qu'en Allemagne ou qu'en Italie. Je relance les métiers d'ingénieur. Je simplifie la vie des industriels. Je retire le principe de précaution de la Constitution et je le remplace par un principe d'innovation. » Déjà, c'est pas mal. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Si dans le même temps, l'Europe ne dit pas « je vais imposer à 70 ou 80% les véhicules électriques chinois qui ont été subventionnés pendant 20 ans par l'État chinois », Renault sera racheté par Geely. Et Stellantis cédera toutes ses usines de production à BYD. Mais c'est écrit. Enfin, il faut vraiment ne pas avoir les yeux en face des trous, pas regarder la réalité en face pour ne pas comprendre que la Chine, avec ses surcapacités industrielles, va prendre possession de notre industrie. Moi, je serais à la place des Chinois, je ferais exactement la même chose. C'est à vendre à l'encan. Donc ils prennent. Donc ça rejoint le cœur de ta question. Si nous voulons vraiment avoir un avenir industriel, relancer la production en France, c'est un mélange de politique nationale et de détermination européenne qui ne peut être faite qu'à 6. Je continue sur le Rassemblement national, parce que c'est évidemment un sujet qui me tient à cœur. Ce n'est pas le Rassemblement national, c'est comment est-ce qu'on offre autre chose aux Français. Ça fait 40 ans qu'on explique, vous ne savez pas quoi, on a trouvé une super politique, c'est travailler moins et vous gagnerez plus. Évidemment, ça ne marche pas. Un enfant de 5 ans le comprendrait. Mais beaucoup de politiques ne l'ont pas compris. Et continuent à dire le progrès, c'est travailler moins et avoir un meilleur salaire. Désolé, ça ne va pas marcher. Nous serons tous obligés de travailler plus. Et sans doute qu'il faudra une meilleure reconnaissance au travail, sans doute qu'il faudra mieux accompagner en permanence les salariés. Dès l'âge de 20 ans, ils rentrent sur le marché du travail, ils ont un emploi, il faut leur garder un temps réservé pour se former en permanence, vu la rapidité des évolutions technologiques. Évidemment qu'il faut augmenter les salaires en réduisant les dépenses publiques pour qu'un salaire net plus élevé et des charges moins lourdes. Je suis même favorable à l'augmentation du SMIC pour donner le signal que ceux qui bossent vont s'en sortir mieux que ceux qui ne bossent pas. Mais on doit sortir d'une idéologie qui a fait croire aux Français qu'on pouvait garder le même niveau de vie en travaillant moins. Mais ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Et comme en plus on a la chance de vivre plus longtemps, surtout dans les Alpes-Maritimes, parce qu'il fait beau, c'est quand même un département qui est magnifique, c'est vrai dans le Var, c'est vrai dans beaucoup de départements du Sud, à condition qu'il ne fasse pas trop chaud, il est évident que nous devrons travailler plus longtemps, repousser l'âge auquel on part à la retraite, mais ce sont des évidences, et ce sera 65 ans, peut-être 66, peut-être 67, et on ne devrait pas pousser des hauts cris en disant ça, il faut juste atterrir. Le réel, ça compte. Le drame, c'est que pour 95% de la politique, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est les mots, c'est la formule, c'est le buzz. Mais le réel se rattrape toujours. Le réel, c'est que vous produisez de la richesse ou vous n'en produisez pas. Et si vous n'en produisez pas, vous êtes pauvre. Le réel, c'est que si vous travaillez moins, vous gagnez moins et vous vous appauvrissez. Le réel, c'est que si vous comptez que sur la dépense publique, à la fin, il n'y en a plus et vous vous appauvrissez.
Le réel, c'est qu'on vit plus longtemps, donc on devra travailler plus longtemps. Le réel, c'est que l'argent, il est où aujourd'hui? Il est dans la tech. Voilà, là, on fait 80-90% de marge, et où de l'argent, de savoir qu'en faire, c'est la tech. Donc si vous n'êtes pas sur la tech, vous ne gagnerez pas d'argent. Vous serez des gains petits. Est-ce que la France va être un pays de gains petits? Donc c'est à ce moment-là que nous sommes de notre histoire. Et ce qui est désolant, c'est que s'il y a bien un pays qui est mieux placé pour être champion de la tech, qui a les meilleurs scientifiques, qui dans le fond a des jeunes qui veulent bosser, du moment qu'on leur garantit la reconnaissance et la valorisation de leur boulot, qu'il y a des gens qui ont largement la tête sur les épaules, il n'y a pas que des dingues, qui ont parfaitement compris que travailler moins pour gagner plus, ça ne marcherait pas, et que la gratuité de tout pour tous, ça conduisait uniquement à l'endettement du pays. Tout le monde l'a compris. Les gens attendent juste qu'il y ait quelqu'un qui lève le doigt et qui dit « Écoutez, moi, je vais vous dire des choses simples, claires, et voilà où on va aller. » À cette condition-là, et à cette condition seulement, le pays a tout son avenir devant lui, et un bel avenir. Alors, dernière question, celle qui tue ou qui fâche, évidemment. Donc, la perspective que tu évoques, pour l'instant, ne se traduit pas véritablement dans l'offre politique de notre pays, puisque nous sommes pris entre l'enclume du Rassemblement national et le marteau de la France insoumise, ou vice-versa, d'une certaine manière, en tout cas telle que la représentation s'en manifeste. Et le seul suspense, en tout cas pour le début du mois de juillet, c'est de savoir si Marine Le Pen sera condamnée par les juges à l'inéligibilité ou non, ce qui va bouger toutes les lignes après la participation de Jordan Bardella au Grand Prix de Monte-Carlo. Donc, qui est un élément non négligeable dans cet équilibre. Donc, comment est-ce que tu envisages la manière dont l'offre politique peut se reconstituer? En dehors de ce... Bon, c'est assez normal, d'une certaine manière, l'esprit de la campagne ne va commencer qu'après l'été, il y a toute la situation internationale, etc. Mais comment vois-tu les choses se mettre en place et graduellement se décanter dans la période qui va aller, disons, de septembre à la fin mai prochain? Il ne faut jamais mésestimer ses adversaires. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce que nous en arrivons à cette polarisation qui est assez proche de celle des États-Unis entre la France insoumise et le Rassemblement national. C'est la première question. Et là, la réponse très honnête, c'est qu'au moins, dans ces partis que je combats, il y a une vision. Alors ce sont des visions qui, pour moi, sont deux désastres pour le pays, mais au moins il y a une vision, donc les gens peuvent y adhérer, qu'on soit d'accord ou non. La France insoumise, c'est très simple, c'est un mélange de communautarisme et de collectivisme. C'est la Nouvelle France. La Nouvelle France, c'est quoi? C'est tout simplement plus la France. Plus de nation, mais une somme de communautés. Plus de création de richesses, mais la collectivisation, genre les années 20 en Union soviétique, on prend tout à ceux qui ont quelque chose, on le redistribue à ceux qui n'ont pas, et avec ça, tout ça marchera bien. C'est une vision qui peut être attractive pour un certain nombre de personnes. Le Rassemblement national, on ne sait pas très bien, parce que dans le fond, c'est un parti qui est ultra-opportuniste. C'est ce qui le caractérise le plus. Moi, je ne redoute pas le fascisme, je redoute l'opportunisme qui plantera un peu plus le pays. On a besoin de gens qui défendent les mêmes idées pendant 20 ou 30 ans et qui font preuve d'intransigeance. L'intransigeance doit revenir en politique, au sens où je sais en quoi je crois, je le dis simplement et je le défends. Ce n'est pas la brutalité, c'est dire simplement ce en quoi on croit. Le Rassemblement national, c'est l'inverse. Ils ont dit il y a 2 ans, le GIEC dit n'importe quoi, il n'y a pas de réchauffement climatique. Aujourd'hui, ils vous disent qu'il faut un plan climat. Hier, ils allaient frapper la porte de Vladimir Poutine pour avoir accès à son financement et à ses banques. Aujourd'hui, ils disent que Vladimir Poutine est une menace. Il y a à peine 12 mois, c'était les fans de Trump. Puis Trump attaque l'Iran, Trump se déchaîne, fait n'importe quoi. Ils sont hostiles à Donald Trump. Ils étaient contre l'euro. On l'a oublié, tout le monde a oublié. On a oublié. Tout le monde oublie, c'est une mémoire de poisson rouge qui est en train de se répandre dans le pays. Donc on oublie toutes les conneries qu'on peut être dites par le Rassemblement national. Mais enfin, moi j'ai en mémoire Marine Le Pen nous disant on sort de l'euro. Et on va vers un panier de monnaie, on n'a rien compris.
Mais moi, je peux vous dire, comme ancien ministre des Finances, que s'il y a bien une chose qui nous a empêchés de faire faillite face au Covid, c'est l'euro. Et moi, j'ai toujours défendu l'euro. Et moi, j'ai voté pour l'euro. Et donc, jamais je donnerai ma voix à un parti qui un jour est contre l'euro et le lendemain est pour l'euro parce que c'est à la mode. On ne dirige pas la France en cherchant les thèmes à la mode. On dirige la France en sachant où on veut l'emmener. Ensuite, est-ce qu'il y a encore la place pour que, entre ces deux mâchoires, on arrive à faire émerger autre chose? Moi, j'ai la conviction que oui. Mais il y a un certain nombre de conditions. La première, c'est pour reprendre un terme de Marc Bloch que j'aime beaucoup, et Dieu sait qu'il mérite d'être relu aujourd'hui, c'est de faire son examen de conscience. Vous êtes obligé, si vous avez gouverné, et j'ai gouverné, plus de 7 ans comme ministre des Finances, 3 ans comme ministre de l'Agriculture, comme directeur de cabinet aux côtés de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, vous êtes obligé de vous demander qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi se fait-il que la France, depuis 40 ans, n'a jamais eu un budget à l'équilibre, n'a jamais eu le plein emploi, a perdu la moitié de ses capacités industrielles et se retrouve aujourd'hui divisé comme jamais? Revenir pour dire, vous ne savez pas quoi, j'ai une super tête, je suis très sympa, et donc je sollicite vos suffrages, mais les gars, ils vont vous dégager. Ils vont dire, vous êtes bien gentil, monsieur le maire, mais enfin, vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Donc la première chose, c'est de montrer qu'on est lucide. Ça fait 2 ans que je suis parti de la vie politique. Je suis parti sans aucun avantage. J'ai démissionné de la haute fonction publique, donc je n'ai pas eu un petit poste pour me recaser tranquillement au chaud, à l'abri. Je ne coûte pas 1 euro au contribuable. Je n'ai ni voiture, ni chauffeur, ni protection, ni sécurité. Je dépends uniquement de mes activités privées. Ça me donne une certaine liberté pour dire, voilà ce sur quoi nous avons échoué. Et ma conclusion elle est sans appel. Nous avons fait des réformes là où il fallait des révolutions. Nous avons apporté des modifications là où il fallait transformer complètement le système. Pour moi, c'est la première condition. Si vous ne reconnaissez pas ça, personne ne peut vous écouter. La deuxième, c'est d'arrêter de faire une proposition nouvelle tous les 4 matins, parce qu'on a l'impression, quand on écoute les uns et les autres, y compris des candidats déclarés, qui sont candidats à être Premier ministre. Ça n'arrête pas de proposer des choses nouvelles. Mais moi, ma conviction, c'est qu'on peut faire bien 2, maximum 3 choses quand on est chef de l'État. Et qu'il faut dire aux Français avant quelles seront vos priorités. Moi, je n'en ai que 3. L'appauvrissement des Français, qui me traumatise, et sur lequel on doit apporter des réponses fortes qui passent par le travail et la liberté d'entreprendre. L'autorité de l'État, qui est battue en brèche partout, tout le temps. Et toutes les dernières affaires le montrent, de l'incapacité à équiper des hôpitaux en clim jusqu'à la tragique affaire Liana. Il n'y a plus d'État. Et quand il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nation. Si vous cherchez une raison à la dislocation de la nation française, elle est dans la disparition de l'État. Et la troisième priorité, c'est l'Allemagne, parce qu'il faut se rapprocher de nos amis allemands pour trouver un compromis sur l'Europe qui nous protège face à la Chine et face aux États-Unis. Tout le reste, pour moi, c'est de second rang. L'appauvrissement des Français, l'autorité de l'État, la réconciliation avec l'Allemagne pour transformer l'Europe, voilà de quoi vous occuper pendant des années et des années. C'est la deuxième condition. Et puis il y en a une troisième, c'est d'aimer beaucoup les Français et d'être porteur d'espoir. Parce qu'une des choses qui peut nous distinguer de LFI et du RN, et Philippe le disait très bien dans son intervention, c'est qu'on ne joue pas les Français les uns contre les autres. Jamais, jamais, jamais. Vouloir diriger le pays en jouant une partie des Français contre une autre partie, c'est l'assurance de l'échec. Un Français est un Français. Et chacun compte autant. Et jouer avec les peurs, c'est facile. Parce que dans le cerveau reptilien de chacun d'entre nous, la peur, c'est ce qui active les émotions les plus immédiates. Mais je terminerai par là, il y avait un général allemand qui a résisté au nazisme dans les années 30, qui commandait l'armée de terre, qui s'appelait Hammerstein. Et il avait comme devise de vie qu'il a transmise à ses enfants, une devise que je transmets aussi à mes enfants,
La peur n'est pas une vision du monde. Merci à tous. Merci Bruno pour ces réponses et merci à toi Gilles d'avoir initié le débat. Il y a un sujet qui m'intéresse, en tout cas ton opinion m'intéresse, c'est celui de l'affaire à laquelle, enfin de l'institution judiciaire et cette affaire que tu viens d'évoquer, l'IANA, et qui peut-être démontre une crise majeure à laquelle nous sommes contraints de faire face. Je voudrais te demander, je t'ai entendu parler très brièvement de pistes possibles pour réformer l'institution judiciaire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères qu'il y a un certain nombre de réformes à entreprendre? Je veux parler notamment au-delà de la digitalisation. J'ai vu que tu étais que tu étais attentif à ce sujet-là, puis après peut-être d'une meilleure synergie et d'une meilleure communication entre tous les acteurs au-delà du ministère de la Justice. Mais je voudrais aussi que tu évoques avec nous et ici la magistrature. Est-ce qu'il y a un certain nombre de réformes à faire sur la formation des magistrats, sur la porosité entre les magistrats du siège et du parquet, sur l'indépendance de la justice et peut-être d'un phénomène que l'on constate depuis quelque temps, une forme de résurgence, je ne sais pas si c'est de conscience de classe ou de politisation des magistrats. Est-ce que le sujet de la responsabilité doit être revu, notamment au travers du Conseil supérieur de la magistrature? Est-ce qu'il doit être diversifié? Est-ce que les formations doivent être revues? Est-ce qu'il y a un vrai sujet de crise de notre institution aujourd'hui? Et sans que l'on pointe du doigt les magistrats, parce que pour la plupart d'entre eux, je pense qu'ils assument leur mission de service public de manière assez... avec une grande probité et le sens en tout cas de l'État. Est-ce que tu penses qu'il y a un travail à faire précis aujourd'hui, ou est-ce que finalement on doit laisser perdurer une forme on a l'impression d'un nouveau pouvoir sans que leurs responsabilités puissent être mises en cause, et je ne veux pas les pointer, mais je veux savoir quelle est ton opinion sur l'institution judiciaire. Alors je vais avoir des propos là aussi un peu iconoclastes par rapport à tout ce que j'entends, mais qui correspondent à mes convictions profondes. La première, là encore, c'est que nous n'avons que ce que nous méritons. Nous avons fait un choix collectif, et peut-être que les politiques ont manqué de courage pour l'expliquer, qui est de dépenser toujours plus pour le social et toujours moins pour le régalien. Je ne veux pas absoudre les juges, j'y viendrai, à la question de la responsabilité, elle compte, mais je voudrais juste qu'on prenne les sujets au bon niveau. Les 3/4 de nos dépenses publiques passent dans le social. Des allocations, des aides, de la gratuité, des retraites indexées sur l'inflation, ça n'existe nulle part ailleurs. Des prestations sociales indexées sur l'inflation, ça n'existe nulle part ailleurs. Moi, je veux bien être le monsieur 1000 milliards d'euros de dette. Mais dans ce cas-là, si j'étais parti, le jour où je suis parti, la dette aurait dû s'arrêter. Elle ne continue d'exploser. Et elle est aujourd'hui à quasiment 1300 milliards d'euros de dette. Et vous allez avoir en 2027, sans Covid, sans crise inflationniste, sans explosion de la guerre en Ukraine, 6% de déficit. Ça n'est plus sous contrôle. Donc, si vous voulez avoir une justice qui marche, et une police qui marche, et une armée qui marche, il va falloir faire un choix entre le social et le régalien. Mais ceux qui vous disent qu'on peut tout faire, vous mentent. Moi, je prends une position qui n'est pas très populaire, mais que je revendique. Il faut mettre plus sur les régaliens et moins sur le social. Ce n'est pas une position facile à tenir, mais c'est ma conviction profonde. Et notamment dans le régalien, la justice, sur laquelle on voit bien que les budgets ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, et les armées, parce que contrairement à ce que l'on dit, notre rattrapage est insuffisant. Et quand je vois que l'Allemagne est en train d'exploser ses dépenses de défense et que nous, ça augmente petit à petit, nous allons avoir un problème dans 5 ou 10 ans si nous ne sommes pas et nous ne restons pas la première armée en Europe. C'est mon premier point.
Le deuxième, c'est que les enfants ont été négligés dans notre pays et la parole des enfants a été négligée scandaleusement dans notre pays depuis des années. Et ce n'est pas que les magistrats, ce serait trop facile de dire ça. C'est les profs, c'est les éducateurs, c'est le périscolaire, c'est les violences intrafamiliales. Tout ça, on n'a pas voulu le voir. Alors, est-ce que c'est lié à notre culture catholique? Tu en parlais, c'est un point très important qui fait que parfois, on aime bien mettre la poussière sous le tapis, je n'en sais rien. Mais il y a un univers entier de souffrances qui sont restées silencieuses. Et ça, si on se contente de dire c'est la faute aux magistrats, j'ai peur qu'on passe à côté du sujet. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas d'autorité de l'État sans chaîne de commandement. L'autorité de l'État, tout le monde en parle, mais personne ne veut dire ce que c'est. C'est un chef qui prend une décision et qui vérifie qu'elle est appliquée. Et donc moi, je considère qu'il faut dans un pays une politique pénale. Et que le garde des Sceaux est responsable de cette politique pénale. Donc il doit s'assurer que les magistrats qui sont sous son autorité, c'est-à-dire les procureurs, les magistrats du parquet, pas ceux du siège, répondent bien à ces demandes et appliquent la politique pénale qui a été votée par le peuple souverain. C'est ma conception de l'autorité, elle est très disputée, mais c'est la mienne. Ce qui veut dire qu'il faut rétablir des instructions du garde des Sceaux sur les procureurs pour dire « ça c'est prioritaire » et donc revenir sur la loi Taubira de 2013 qui abolit la possibilité pour le garde des Sceaux de donner des instructions aux procureurs. Gérald Darmanin envoie des circulaires. Et tout le monde tombe sur Gérald, c'est une erreur. Il a fait son boulot le mieux possible et je le défends. Et je pense que c'est un grand garde des Sceaux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'a pas le droit de dire « appliquez cette politique pénale ». C'est prioritaire. Et vous serez jugé à vos résultats sur cette politique. Il envoie une circulaire. Circulaire, croyez-moi, c'est pire que le fax que vous envoyez à minuit ou que le mail qui vous arrive à 2 h du matin. C'est sous la pile quand vous le lisez. Donc c'est la troisième chose. L'autorité de l'État, ça veut dire quelque chose, une chaîne de commandement, avec un chef et des responsables. Enfin, la dernière chose, c'est que sur ces affaires très compliquées, on n'est même pas au 19e siècle, on est au Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de dossiers, d'enveloppes Kraft, de timbres qui manquent, de tampons qui n'ont pas été donnés, de greffières qui n'étaient pas là, de secrétaires qui ont oublié? Non mais on est où? On est une grande puissance? Ou on est un sous-pays? Donc la digitalisation et la numérisation des services administratifs est une urgence absolue. Mais tu me posais la question, il faut aller au bout. Ça ne sert à rien qu'il y ait une digitalisation verticale de toute la chaîne pénale, une digitalisation verticale de toute l'autorité judiciaire, s'il n'y a pas d'échange d'informations avec l'école, le périscolaire, la police et la gendarmerie, puisqu'il y a des zones police et des zones gendarmerie. Mais enfin, quand vous regardez l'organisation aujourd'hui des différents fichiers, mais c'est délirant, ça ne communique même pas entre eux. Donc vous faites un seul fichier, totalement numérisé, utilisant l'IA et permettant à la première alerte de faire sonner la sonnette partout dans les services de l'État. S'il y a un prof dans le primaire qui s'approche d'un de mes fils, j'en ai 4, et qui commence à lui dire « tiens, on va faire un petit jeu tous les deux », et que mon fils le dit à quelqu'un d'autre, le procureur de Paris doit le savoir. Avec l'IA, c'est tout à fait possible. Mais le vrai blocage, il est dans la capacité d'échanger l'information entre les services et d'être capable que cette information soit divulguée à l'intérieur des services sans que la CNIL vous dise niet, pour des raisons juridiques. Je veux faire sauter ce verrou de la CNIL, sauter ces verrous qui existent entre les administrations, déployer massivement l'intelligence artificielle, faire remonter l'information dans la première alerte, et là vous avez une chance, peut-être, de mettre fin à un des scandales qui, je pense, traumatise le plus la société française. Merci infiniment. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Monsieur le maire, bonjour Monsieur Kepel. Je me présente, je m'appelle Sacha Vercaner,
Je suis le fils de Eugénie Lafrenière. Pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi je me présente ainsi? Puisque j'aurai une double question bien différente. Une à votre destination, M. Kepel, et une à votre destination, M. le maire. D'une mère libanaise, je vais commencer par vous, et comme vous êtes un spécialiste du Moyen-Orient, j'en profite, j'aimerais avoir un avis objectif qui dépasse l'avis du tonton au repas de Noël. Un avis vraiment concret sur la réponse que doit apporter la France dans sa diplomatie, également dans sa gouvernance et également en vertu de nos intérêts stratégiques. Comment doit-on répondre face au bombardement, aux douleurs que connaît le peuple libanais, nous, en tant que pays des droits de l'homme? Nous, qui avons protégé ce pays et qui avons permis sa richesse. C'est ma première question. Et je reviendrai sur ma mère, M. Bruno Le Maire, car elle est médecin du service public à l'hôpital de Montélimar où elle exerce. Et j'ai compris la gravité de vos propos quand vous disiez qu'il fallait trancher entre le service public, le social, et également le régalien. Mais pour 2027, qui est une échéance qui sera la plus importante dans ce qui nous arrive, doit-on quand même garder un accent primordial, crucial sur l'éducation de nos enfants, le soin de nos aînés, et toutes ces questions-là où, en réalité, il doit manifestement faire des choix, et nous devons faire des choix où concilier toutes ces politiques est possible. Je vous remercie. Est-ce que tu souhaites qu'on reprenne plusieurs questions, qu'on prend les unes après les autres? Oui. D'accord. Je peux répondre? D'accord. Donc, oui, merci beaucoup pour votre question. Alors, sur le Liban, évidemment, est un enjeu qui touche énormément les Français, du fait de notre relation ancienne avec ce pays. Malheureusement, comme on vient encore de le voir ces 2 derniers jours, on ne sait pas s'il y a encore un Liban qui fait état. Vous avez vu que sur la route de l'aéroport de Beyrouth, qui est en zone chiite, on a eu d'abord des affiches posées par le Hezbollah qui disaient en arabe « Merci à l'Iran pour son aide », c'est-à-dire à nous aider à avoir déclenché avec l'attaque sur Israël l'occupation du sud du pays par Israël, les bombardements, les massacres, etc. Et les Talibanais ont fait enlever ces affiches et ensuite mis sur cette même route de l'aéroport Lubnan à Wallan, donc le Liban d'abord, le premier, et depuis lors, ces affiches ont été déchirées par le Hezbollah qui ont gravé dessus « Jeish Sha'ab al-Muqawama », c'est-à-dire l'armée, le peuple et la résistance. Donc on voit aujourd'hui le président du Parlement libanais, Nabi Berri, qui est chiite, a annoncé qu'il considérait que l'accord passé à Washington sous l'égide de M. Rubio entre les Israéliens et la présidence libanaise était nul et non avenu et qu'il ne passerait jamais la porte du Parlement. Donc aujourd'hui, le drame, c'est qu'on se demande dans quelle mesure une partie de la population libanaise considère qu'elle est d'abord libanaise ou qu'elle est d'abord l'agent ou le bras armé de l'Iran. Et ça, c'est un très gros problème qui, à ce stade, est irrésolu, alors qui peut-être trouvera une résolution si jamais l'Iran entre dans un processus où le chantage qu'il mène actuellement sur le détroit d'Ormuz et sur le sud du Liban se réduit, car l'Iran est dans une situation catastrophique en termes notamment financiers et économiques, a besoin d'injections d'argent frais venant de l'étranger, et le régime essaye d'obtenir cet argent en ne changeant pas. Le pari, on peut l'espérer, s'il y a encore un peu de jugeote dans l'administration Trump, comme on dit en anglais, c'est que cet argent va se traduire aussi dans un changement du régime. Mais on n'en est pas là, car eux-mêmes veulent s'en servir. Et malheureusement, les révolutions arabes, les printemps arabes, nous ont appris, même si l'Iran n'est pas arabe, que l'aspiration démocratique que nous projetions dans cette région n'était pas forcément toujours bien placée. Donc, voilà où on en est aujourd'hui, et j'ai aussi beaucoup d'amis libanais qui partagent ce
ce sentiment d'impuissance avec un certain nombre notamment de chrétiens qui sont en train de se demander s'il ne va pas y avoir une partition du pays aujourd'hui. Donc malheureusement, comme souvent, le destin du Liban ne se décide pas au Liban lui-même, mais aujourd'hui il se décide probablement dans la situation iranienne. Alors merci de... Je ne vais pas avoir la prétention de prolonger sur le Liban après Gilles Kepel. Donc je passe à ta deuxième question qui est fondamentale. Je mets dans le régalien l'école et l'hôpital, que les choses soient bien claires. En revanche, je vais peut-être aller un tout petit peu plus loin sur le social pour bien faire comprendre ce que je veux dire, quitte à me rendre très impopulaire dans cette assemblée, mais peu importe, j'ai suffisamment d'expérience derrière moi pour vous dire ce qui est nécessaire si vraiment on veut retrouver des capacités d'intervention financière sur les choses essentielles et arrêter de se faire entraîner dans le gouffre par le poids de la dette et des déficits. Social, c'est d'abord, j'en parlais tout à l'heure, l'indexation systématique de toutes les prestations sur l'inflation. Prenons les retraites. Pas un homme de droite ne le proposera parce qu'il considère que les retraités sont tellement égoïstes que jamais ils accepteront un effort. Je crois exactement l'inverse. Je pense que pour les retraites, à partir d'un certain niveau, pas pour les plus petites, il faut pendant une durée raisonnable, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être plus, les désindexer de l'inflation et garantir que cela permettra de financer le régime de retraite de demain et le passage à la capitalisation, qui est indispensable. Je rappelle que les ordres de grandeur, c'est à peu près 10-15 milliards d'euros par point désindexé, et que sur 5 ans, ça peut vous faire 60 ou 70 milliards d'euros. Là, on est à la hauteur de ce qui est nécessaire. Même chose sur des prestations sociales, par exemple le RSA. Je pense qu'il faut avoir le courage de réduire des prestations sur l'immigration. Il n'y a aucune raison qu'en France, nous soyons le seul pays qui oblige l'État à financer le logement des étrangers en situation irrégulière. Aucune. Donc moi, je ne demande pas un effort que aux retraités. Je dis la manière dont la dépense sociale appelle la dépense sociale dans une noria de dépenses supplémentaires sans fin, ce n'est plus possible. Donc à un moment donné, il faut appuyer sur le bouton « Stop ». Et pour que ce soit juste, ce n'est pas que les retraités, c'est juste que c'est la masse qui est la plus importante. C'est d'autres dépenses sociales aussi. Sur l'hôpital, oui, il faut protéger l'hôpital, mais ça suppose de regarder certaines dépenses qui sont très coûteuses. Je pense aux médicaments. Nous avons un reste à charge qui est le plus faible de tous les pays européens. Le plus faible. J'ai doublé la franchise sur les médicaments, je n'ai pas eu le sentiment que ça crée une révolution. Doubler la franchise sur les médicaments de 50 centimes à 1 euro, ça rapporte 3 milliards d'euros par an. 30 sur 10 ans. Enfin, vous mesurez les sommes qui sont en jeu. Vous mettez une franchise à 3 euros et regardez ce que ça vous rapporte. Et ça nous obligera tous à consommer un peu moins de médicaments. C'est ça aussi le social que je veux réduire pour nous retrouver de la marge de manœuvre. Mais il faut que dans le même temps, si on réduit la voilure sur le social, on soit capable aussi de relancer notre économie et donc faire le choix résolu de ceux qui bossent, qui en ont assez de payer tout ce modèle social en travaillant plus pour gagner moins. Ça, c'est insupportable pour les gens. Donc d'un côté, vous réduisez la dépense sociale, mais de l'autre, il faut que ceux qui travaillent se disent « Tiens, mon net augmente parce que j'ai moins de charges, parce qu'on a réduit la dépense sociale. » Le contrat, moi, que je voudrais proposer aux Français, c'est tout pour ceux qui bossent, qui se donnent du mal, qui se lèvent le matin, qui ont des salaires très très modestes, avec un salaire médian à 2200 € par mois, et qui puissent se dire, en bossant, je m'y retrouve. Et que celui qui ne bosse pas puisse se dire, enfin, en ne bossant pas, je ne m'y retrouve pas. Alors qu'aujourd'hui en France, vous pouvez ne pas bosser et vous y retrouver très bien. Ça, c'est plus acceptable. Donc c'est ça que j'appelle réduire la part du social pour renforcer le régalien. Et dans le régalien, évidemment, je mets l'hôpital et je mets l'école. Mais j'ajoute un tout dernier point, puisque je mets l'école dans le régalien. Si l'école est dans le régalien, l'école doit fonctionner comme un service régalien. C'est-à-dire, lorsque le prof n'est pas là, ou qu'il est absent, ou qu'il ne remplit pas son office, le chef d'établissement, pas la rue de Grenelle, doit pouvoir le remplacer immédiatement. L'autorité de l'État ne se négocie pas.
elle ne se partage pas, elle ne se divise pas. Si vous voulez être fonctionnaire à vie, vous obéissez aux règles de l'État. Et dans l'État, il y a un chef. Et le chef, il ne peut pas être à 1000 km, hein. Il ne peut pas être dans un autre département. Le chef, c'est celui que vous croisez tous les jours sur vos lieux de travail. Donc c'est le patron de l'école, ou du collège, ou du lycée. Je veux donner une autonomie totale à chaque établissement, lycée, collège, école, pour que lorsque le prof est absent, ou ne fait pas bien son boulot, ou ne s'occupe pas bien des élèves, ou ne s'assure pas que les devoirs sont suivis, le chef d'établissement peut le convoquer et lui dire « toi, désolé, tu dégages ». Quelle habitude néfaste avons-nous prise de tolérer que dans un établissement scolaire, école, collège, lycée, ce soit l'autogestion? Ben, c'est délirant. De deux choses l'une, soit vous avez la protection de l'État, l'emploi à vie, tout ce qui va avec votre statut, et dans ce cas-là, il y a une autorité et vous y répondez, soit il n'y a pas d'autorité, vous ne dépendez pas de l'État, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais ce n'est pas pick and choose, et je prends ce qui m'arrange ici et ce qui ne m'arrange pas là. Ce n'est pas possible. Je voulais juste faire cette petite précision parce qu'elle est très importante pour l'école. Merci infiniment pour votre présence à tous les deux, Monsieur le maire, Monsieur Capel, Monsieur le ministre. J'avais une question, mais avant un peu de contexte. Aux États-Unis, chaque année, le montant total des financements privés est d'environ 600 milliards de dollars. En France, on parle de 9 milliards de dollars, donc soit une différence de 60 fois moins. Et ma question, c'est la suivante, c'est comment faire pour embarquer les acteurs du privé pour justement laisser à l'État sa place au régalien? Alors, je vais vous raconter aussi une petite anecdote avec mon ami Sébastien Lecornu, qui était un de mes conseillers et qui est aujourd'hui Premier ministre, qui a annoncé récemment qu'il allait mettre 661 millions d'euros sur l'IA. Et je vais passer un message, je dis honnêtement, il vaut mieux rien dire. Parce qu'au moment où Nvidia annonce qu'ils vont lever 1000 milliards de dollars pour l'IA, nous, avec nos 660 millions, on va faire petit jeu. Donc je vais être là aussi très provoquant. Le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Pas d'argent, pas de prospérité pour le pays. L'argent public, on l'a vu, il n'y en a plus. Ce n'est pas la peine de compter sur des investissements massifs sur là où il y a l'argent, c'est-à-dire la tech, les semi-conducteurs, l'IA, le cloud, les data centers. Il n'y a pas d'argent public. Donc il faut de l'argent privé. Pour qu'il y ait de l'argent privé, il faut déjà, on revient à la question européenne, qu'il y ait un marché financier qui soit suffisamment grand. Le jour où vous avez un seul marché financier entre les 6 États que j'ai indiqués, là, vous commencez à être un tout petit peu à la maille. Le PNB allemand, c'est 4 500 milliards d'euros par an. Le PNB français, 3 500. Les deux, ça fait 8 000 milliards. Les États-Unis, c'est 35 000 milliards. 8 milliards, vous approchez un peu de ce qui est nécessaire. Si vous rajoutez les autres pays que j'ai cités, vous êtes à 17 milliards. Donc la moitié du PNB américain. Là, vous commencez à avoir une surface financière, s'il n'y a plus de barrières à l'entrée, plus de règles différentes d'un pays à l'autre pour lever de l'argent, pour emprunter, pour financer votre boîte, là, vous commencez à être à la taille critique. Et vous allez commencer à intéresser les investisseurs et vous allez faire revenir les investisseurs qui sont en train de partir d'Europe pour aller vers les États-Unis. C'est la deuxième condition. Créer un marché financier unique d'une taille à peu près comparable à celle des États-Unis. Pas 10 fois plus petit comme la France, mais 2 fois plus petit. Puis la troisième condition, c'est accepter le risque. Nous avons des règles, enfin un tout petit peu de technique, parce que parfois dans la technique se logent des grands enjeux politiques. Nous avons des règles prudentielles qui sont les plus strictes de la planète. Donc dès qu'un investisseur, que ce soit une banque, AXA, Generali, votre compagnie d'assurance, investit dans une PME, ça peut être une PME du coin, hein, et que c'est un tout petit peu risqué, elle doit mettre 3,7 fois la somme qu'elle a prêtée à l'entreprise du Var ou des Alpes-Maritimes dans son capital en réserve. Aux États-Unis, c'est 2 fois. La règle n'est pas la même.
La mesure de précaution n'est pas la même. Et derrière cette mesure technique se cache en réalité une réalité politique fondamentale. Les États-Unis choisissent le risque, et nous, c'est ceinture et bretelles. Ceinture et bretelles, c'est très bien quand il n'y a pas de révolution technologique. Mais quand il y a des révolutions technologiques, l'énorme risque, c'est qu'on passe à côté. Donc je ne vous dis pas qu'il ne faut plus de règles du tout, je vous dis qu'il faut les assouplir. Donc voilà pour moi les 3 conditions. Un marché beaucoup plus vaste, des règles beaucoup plus souples, et de la tech sur laquelle on investit. Avec ça, vous verrez, on a tout pour réussir. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Keppel. J'aurais une question sur le sujet européen et l'Europe du 6, qui est intéressant. Et en fait, est-ce que vous voyez le Royaume-Uni dans cette Europe, finalement, cette 7e puissance du Royaume-Uni, l'Europe des 7, étant donné qu'aujourd'hui 57% des Britanniques regrettent le Brexit, on parle de la première puissance européenne militaire par la France, évidemment, une puissance universitaire extraordinaire. Est-ce que vous imaginez une sorte de... Même Macron avait parlé de communauté européenne politique, avec il avait élargi ses réunions à tous les pays du continent. Est-ce que vous imaginez justement des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne comme le Royaume-Uni qui pourraient mener cette Europe politique que vous décrivez? Alors, je n'aime pas pour tout vous dire qu'on se paye de mots. Donc je vais être un tout petit peu concret parce que je trouve que les politiques, trop souvent, j'en ai fait partie pendant longtemps, se payent de mots. Tout dépend de ce qu'on entend par Europe politique. Les projets que je propose dans mon Europe à 6 sont des projets ultra concrets. C'est-à-dire que j'aimerais qu'il y ait, avec les 6, des investissements, la question que vous posiez, madame, est très importante, pour qu'on ouvre des usines qui vont fabriquer des semi-conducteurs qui seront dans nos data centers et qui garantiront que toutes les données qui sont moulinées, stockées, gardées, conservées, elles sont pour nous et elles nous rapportent de l'argent. C'est très concret. Je propose que les diplômes universitaires de ces 6 États soient communs. Vous avez un diplôme de la Bocconi, un diplôme de la Freie Universität à Berlin ou un diplôme de l'Université de Nice, ça vaut la même chose. Titre universel, ultra concret. Je propose qu'il y ait un marché de l'énergie à 6 dans lequel on vise d'avoir le prix de l'atome décarboné le moins cher du monde pour attirer les investisseurs. Voilà, des propositions très concrètes. Quand on parle du Royaume-Uni, honnêtement, le peuple britannique a décidé de sortir et ce n'est pas nous qui allons les faire revenir. Donc la seule chose que je peux concevoir, le seul sujet sur lequel on peut éventuellement faire bouger les choses, qui n'ont pas accès au marché unique et qu'il serait mauvais qu'ils aient accès au marché unique, c'est sur la défense. Ils ont une armée qui est une armée puissante, même si elle est un peu plus en mauvais état maintenant. Et donc il y a 2 États sur lesquels nous pourrions réfléchir aux questions de défense, que politique pour moi c'est trop général. C'est l'Ukraine, parce qu'elle a désormais une expérience du combat qui est irremplaçable, et c'est les Britanniques, parce qu'ils ont une armée qui reste relativement puissante. Donc sur ce seul sujet, on peut envisager de travailler avec eux. Dominique de Villepin a proposé donc de remettre en place l'impôt sur la fortune. Quelle est votre position? Et par rapport à l'impôt, quelle est votre position, notamment l'impôt sur les riches? Quelle est votre position? Alors je suis évidemment opposé au rétablissement de l'impôt sur la fortune, puisque je l'ai supprimé. Et qu'il y aurait quand même un certain paradoxe, avoir supprimé l'impôt sur la fortune. Vous savez, moi je suis un garçon basique, assez simple. Donc quand j'ai pris une décision, en général je m'y tiens et je ne reviens pas dessus. Et si j'ai bien un motif de fierté, c'est les décisions fiscales qu'on a prises en 2017. Je rappelle que nous avons ramené l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25. Tous ceux qui ont une boîte ici savent ce que ça veut dire. 33,3, 25. Et que malgré toutes les pressions que j'ai eues pendant 7 ans, à chaque budget, on m'a dit qu'il faut remonter l'impôt sur les sociétés. J'ai tenu bon. On a mis le prélèvement sur les dividendes, sur les revenus du capital. Alors c'est un terme horrible, capital, parce que dès qu'on dit ça, on imagine riches, cigares, yachts, baies de Cannes. Ah non, le PFU, c'est ce qui s'impose comme fiscalité à tous ceux qui se versent des dividendes, donc des millions d'entrepreneurs, d'indépendants, d'artisans, parfois très modestes.
Je l'ai fixé à 30%. Pendant 7 ans, on m'a dit il faut l'augmenter. Il faut le passer à 31, à 32, à 34. Je n'ai jamais bougé. En revanche, dès que je suis parti, ça a augmenté. Et l'IS, dès que je suis parti, ça a augmenté. On a mis une surtaxe provisoire à l'impôt sur les sociétés. Méfiez-vous. En matière de fiscalité, le provisoire, c'est toujours du provisoire qui dure. Enfin, j'ai supprimé l'ISF. Et donc, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, de nouveau, de renvoyer le message qu'on va remettre un impôt sur la fortune. De manière générale, ma réflexion sur l'impôt, elle est très simple. Nous avons le taux d'imposition le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Donc la bonne direction, c'est plutôt de le baisser que de l'augmenter. Après, dans la situation de très grande difficulté où nous sommes aujourd'hui, où il faudra rassembler tous les Français, dire on va demander une contribution à ceux qui ont vraiment des niveaux de fortune absolument incroyables, et regarder si ça peut être utile pour une politique donnée. Est-ce que c'est pour l'hôpital ? Est-ce que c'est pour les plus modestes? Est-ce que c'est pour l'école? Peut-être, j'en sais rien. Mais garantir d'ailleurs à ces gens-là qu'on ne leur prend pas l'argent pour leur prendre l'argent, pour les stigmatiser, mais pour servir une politique donnée. Ça, je ne suis pas hostile. Je ne suis pas hostile. Mais pas de politique qui revient systématiquement à augmenter les impôts et qui empêche de penser ce qui doit être pensé, la baisse de la dépense. Merci. Je vais prendre peut-être une dernière question, mais vraiment dernière, parce qu'il est tard. Et, Dernière avec monsieur au fond aussi. allez, deux dernières questions. Allez-y, monsieur. Monsieur, il n'y a pas de problème. Allez-y. Bonjour, monsieur le maire, je suis Thierry Cazan, je suis pharmacien retraité. Il y a 2 ans, j'ai fait un recours au ministre, auquel vous avez répondu à votre administration. La réponse à votre réponse, ça a été 2 attentats dans la maison de ma femme. Nous avons porté plainte. La plainte n'a pas été transmise au procureur. Que faut-il faire? Il me semble que vous avez dit que la dissuasion nucléaire avait du plomb dans l'aile où elle ne fonctionnait plus. Est-ce qu'il n'y a pas une autre dissuasion qui est en train de naître actuellement? Je m'explique. Vous avez actuellement 95% des drones qui sont lancés qui n'atteignent pas leur objectif. Ça veut dire que 5% atteignent leur objectif. Aujourd'hui, en Ukraine, c'est plus de 1000 drones qui sont lancés chaque jour. Si le conflit s'arrête très rapidement, les industries vont permettre d'avoir très vite 100 000, 200 000, 1 million de drones en stock. Et aujourd'hui, on sait piloter des essaims de drones. Ça veut dire que vous pourrez avoir des cibles qui sont définies, précises. C'est totalement différent des bombardements qui ont lieu sur Coventry ou sur Dresde, qui étaient des bombardements totalement concentrés. Avec les drones, vous pouvez avoir des bombardements qui sont sur un certain nombre de cibles, par exemple, sur les transformateurs électriques. Et ainsi, vous pouvez complètement, en une frappe, détruire totalement un pays comme la France. Donc il existe aujourd'hui l'équivalent de la dissuasion nucléaire, qui est le stock de drones. Et face à ça, il n'y a qu'une solution, c'est la guerre préventive. Est-ce que vous pensez qu'il faut officialiser cette idée que notre survie passe obligatoirement par une guerre préventive? Merci. Alors, je vais répondre à la première question de monsieur, parce qu'elle est très importante. Vous ne pouvez pas avoir un État à 2 vitesses ou à géométrie variable. Toute plainte d'un citoyen français doit être suivie des faits. Et voyez bien le renversement complet de mentalité que ça suppose. L'État est au service du citoyen, et pas l'inverse. Donc moi, il y a une chose que je ne supporte plus après 30 années de vie publique, c'est la manière dont on traite le citoyen. Parfois, c'est les URSSAF.
vous réclame de l'argent, il n'y a personne pour répondre, il y a un robot. On a l'impression, voilà, vous n'avez pas le choix, vous êtes contribuable. Désolé, je suis contribuable, j'ai travaillé, je paye mes impôts, je peux au moins avoir une écoute, on peut peut-être me comprendre, peut-être me recevoir si j'ai une difficulté financière. C'est un renversement complet de perspective entre l'État et le citoyen. Vous avez une plainte à déposer, vous vous sentez menacé, mais l'obligation de l'État et du procureur, c'est de vous répondre. C'est plus possible de traiter le citoyen comme ça. Ce n'est plus possible. Merci. Merci. Moi, je pense que les Français, contrairement à ce qu'on dit, ils sont bienveillants et extraordinairement patients. Oui, mais je comprends ce ras-le-bol. Quand je vois la manière dont on les fait attendre, dont on méprise leur plainte, « Ah ben monsieur, vous êtes pharmacien, vous êtes très riche, vous n'avez pas de problème, alors votre plainte, on verra plus tard. » Ou mon voisin, à qui on va expliquer, il était victime d'un cambriolage, les policiers viennent le voir. Je n'ai pas une attaque contre les policiers, mais c'est un comportement, c'est une attitude. Écoutez, monsieur, avec tout ce qu'on a à faire, votre cambriolage, plutôt je dépose des plaintes, mais je vous garantis, elle ne sera jamais traitée. Bon, ben dans ce cas-là, je ne paye plus mes impôts. Vraiment, je le dis avec beaucoup de cœur, parce que ça me choque profondément. Nous devons opérer un renversement complet de l'attitude de l'État par rapport aux citoyens. Vous verrez dans mon livre, quand je parle d'abolir la monarchie technocratique a diffusé tout son poison à tous les échelons de l'État. Elle traite le citoyen comme un sujet, elle devrait le traiter comme un adulte. Sur la guerre préventive, d'abord un petit mot, je crois à la dissuasion, profondément. Que les choses soient bien claires. Je crois à la dissuasion nucléaire. Mais j'ai suffisamment rencontré Vladimir Poutine pour mesurer la perversité du chef de l'État russe. Il sait très bien que la dissuasion nucléaire est faite pour protéger nos intérêts vitaux. Et que ces intérêts vitaux ne se définissent pas pour laisser une ambiguïté stratégique. Mais il sait très bien que s'il agresse et qu'il fait 1 ou 2 morts, ce sera un traumatisme pour nous tous. Imaginez 1 ou 2 morts ou 10 morts qui sont liés à une attaque russe. Mais est-ce que pour autant un seul citoyen français accepterait que le président de la République déclenche le feu nucléaire en riposte à une attaque qui aurait fait 10 morts? Non. Donc c'est ça que je veux dire. C'est dans cette faille que vont se loger des gens aussi pervers que Vladimir Poutine. Et c'est là que nous devons combler cette faille. Pour être sûr que quelle que soit la gravité de l'attaque, petite ou intense, on ait les moyens de répondre. De ce point de vue-là, je partage votre avis, les drones, les essaims de drones sont absolument fondamentaux. Nous avons pris du retard, nous sommes en train de le rattraper. L'expérience ukrainienne peut être très profitable. En revanche, mon seul point de désaccord, c'est qu'une guerre préventive n'est pas envisageable de la part d'un État de droit comme la France. Nous répondons à l'attaque d'un ennemi. Nous n'attaquons pas celui qui ne s'est pas déclaré comme ennemi en nous attaquant. Et chaque mot de ce que je vous dis compte. On peut faire la guerre préventive contre les terroristes, car ils nous ont déclaré la guerre. Et donc il est légitime de mener des attaques préventives contre ceux qui nous ont déjà objectivement déclaré la guerre. Et je parle ici sur un territoire, proximité de Nice, qui a été extraordinairement durement touché par les attentats et par la menace terroriste. Donc dans ce cas-là, oui, la guerre préventive est nécessaire. Et quand 2 présidents de la République précédents laissent entendre qu'ils ont lancé des opérations préventives, sous-entendu, ont éliminé des personnes qui menaçaient la vie des compatriotes français, aucun souci. Et je les soutiens totalement. En revanche, la guerre préventive contre un autre État qui ne s'est pas déclaré en guerre contre vous, ça, je pense que c'est contraire et à nos intérêts et à nos valeurs. Merci à tous. Merci.
Merci infiniment à tous les deux. Merci Monsieur le Ministre, merci cher Bruno, merci Gilles d'avoir pris aussi l'initiative de l'organisation à mes côtés de cette conférence absolument remarquable. Ceux qui ont la chance de se joindre à nous au dîner pourront sans trop... je sais qu'il y a une avocate qui veut interroger Bruno Le Maire sur l'IFI. Moi aussi j'ai quelques questions sur l'IFI à lui poser. Mais je suis ravi que vous ayez été voilà, les participants de cette conférence passionnante. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre, puisqu'on doit recevoir le prix Nobel d'économie au mois de septembre. Je pense que ce sera aussi passionnant. On a même prévu des spécialistes de l'IA, et voilà, ce sera des moments de partage et des moments qui nous font du bien cérébralement dans ce monde qui n'est pas toujours forcément très fin. Merci Bruno, vraiment merci à tous. Merci Gilles.